Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Bonjour, vous écoutez Indépendance financière et hypothèque. Ici, c'est Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Donc aujourd'hui, le sujet de mon émission, c'est je veux revenir sur le budget. Je parle souvent du budget. Je pense que le budget... Bon, je parle pas du budget fédéral en passant, là, qui est sorti, qui est dans les médias, dont j'ai parlé la semaine passée dans mon podcast. Je parle d'un budget personnel, là. Ce qu'on peut faire, dans le fond, ce qu'on peut suivre un peu pour faire le suivi de nos finances personnelles. Je pense que c'est une pièce du casse-tête essentielle pour arriver à l'indépendance financière. J'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents. L'épisode numéro 3, augmenter ses dépenses de façon intentionnelle. Donc, j'en parlais dans cet épisode-là. J'en ai parlé aussi plus en détail dans l'épisode 14, comment faire son budget avec Quicken. Ou est-ce que là, je parle vraiment des comptes séparés, puis je vais un petit peu plus technique sur comment je fais mon budget dans Quicken. Donc là, mais je veux revenir avec ce sujet-là aujourd'hui. J'ai utilisé ChatGPT, j'ai posé quelques questions. Je vais aborder certains aspects du budget, budget par enveloppe, budget 50, 30, 20. Puis ensuite, faire le suivi de certains métriques, là, comme la valeur nette, puis le suivi de, dans le fond, ses dépenses annuelles. Je vais revenir un peu sur ces aspects-là, puis comment que tout ça fait en sorte que ça va nous aider pour cheminer vers l'indépendance financière. Puis là, dépendamment de où est-ce qu'on est dans notre cheminement, je sais pas, est-ce qu'on est au tout début, qu'on est encore, qu'on est dans les dettes, puis on est rendu à payer nos dettes, puis à sortir un peu à atteindre la paix financière, ou est-ce qu'on est plus loin dans notre cheminement, peut-être qu'on a déjà acheté notre maison, puis que là on est rendu, nos questions, c'est de savoir si on va investir dans notre CELI ou dans nos REER, ou si on va rembourser notre hypothèque. Donc, là, je vais y aller en général. Okay? Je pense que les notions que je vais aborder aujourd'hui, ça va toucher un peu chacun de ces aspects-là. Je ne vais pas aller en détail sur selon si on est au début, justement, ou au milieu, ou plus vers la fin. Puis évidemment, je fais toujours le parallèle avec ma propre expérience. Le podcast, à la base, c'est ça, dans le fond. Là, moi, je donne un peu de l'information. Puis c'est pas du tout, ça se veut pas du tout de l'information là, journalistique, évidemment, c'est basé sur ma propre expérience, sur mes connaissances, et puis sur ce que je crois qui peut aider sur un cheminement. Parce que moi, le cheminement que j'ai fait, le chemin que j'ai pris pour atteindre l'indépendance financière, c'en est un, mais évidemment qu'il y a plein d'autres chemins possibles. Mais j'espère qu'en partageant mon expérience, je peux peut-être arriver à vous inspirer puis à aider. Peut-être s'il y a une chose que je peux dire qui peut vous aider, vous motiver. Donc, aujourd'hui, j'ai certains points importants dans le fond, là, puis je vais les dire en partant, puis je vais y revenir avec les différents sujets que je vais aborder. Mais dans le fond, là, les points importants que je veux que vous reteniez de l'épisode d'aujourd'hui, c'est premièrement que passer du temps à faire le suivi de ses finances, ça va faire en sorte qu'on va prendre des meilleures décisions financières. Donc, peu importe, je ne sais pas le nombre de temps que vous mettez en ce moment à réfléchir à vos finances personnelles, à votre budget, vos dépenses, vos revenus, votre épargne, vos investissements, mais l'idée de faire le budget, ça va simplement, je pense que la première étape, c'est justement de se réserver un temps dans le mois ou un temps dans la semaine où est-ce qu'on va s'asseoir, puis prendre un crayon, prendre notre ordinateur, prendre des notes, puis peut-être un fichier Excel, puis juste regarder où est-ce qu'on est rendu, puis qu'est-ce qu'on pense vouloir faire dans le futur. Donc, passer un peu de temps, que ce soit au début 1 minute, puis de faire ça sur une base régulière. Moi, je pense que c'est une des choses importantes. Peu importe la façon, dans le fond, qu'on va le faire, puis peu importe ce qu'on regarde, c'est d'y mettre un peu de temps, versus
se dire ah, les finances, c'est pas pour moi, les finances personnelles. Dans le fond, ça touche tout le monde, là. Tout le monde, je pense, a avantage à passer un peu de temps sur ses finances personnelles, à faire des calculs sur où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on s'en va, puis combien qu'on dépense, combien qu'on gagne. Donc, je pense que ce que je veux promouvoir, c'est de se prévoir un peu de temps, puis de faire l'exercice sur une base régulière. C'est certain que c'est certain que c'est la base. Okay? Ensuite, je veux parler, deuxième point, c'est que moi, il y a une façon que j'ai utilisée qui est le budget par enveloppe. Je vais en parler. Puis là, budget par enveloppe, c'est juste une étiquette, dans le fond. Toutes sortes de budgets vont avoir un peu un lien avec la notion de budget par enveloppe. Je vais expliquer plus en détail c'est quoi. Mais, tu sais, faire un budget, c'est une chose, mais après ça, souvent, ce que j'entends, c'est que, ouais, ben j'en ai fait un une fois, puis ben après ça, c'est tout, là. Il est jamais rien arrivé par la suite. Dans le fond, ce qui est important dans le budget, oui, c'est de le faire, mais je pense que la partie de l'exécution, c'est-à-dire, puis moi, le point clé, puis ça, je vais y revenir, ça a été de mettre comme critère que, OK, à chaque dépense que je vais faire qui passe dans mon compte, qui passe dans ma carte Visa, je vais la catégoriser, puis la faire sortir d'une enveloppe dans laquelle j'aurais mis mes revenus. Puis, en tout cas, là, évidemment, on n'utilise pas des enveloppes physiques nécessairement. Moi, je le fais avec des comptes virtuels. Puis là, il y a d'autres façons de le faire. Mais c'est l'exercice de le faire pour vrai. T'sais. Puis pas juste de le calculer de même, dire, ah, OK, moi, je veux dépenser tant dans telle catégorie. Puis après ça, ben, si tu fais pas de suivi, si tu l'exécutes pas, dans le fond, puis tu ne reviens pas sur tes dépenses, ben, il n'arrivera rien. Là, ton budget, en tout cas, ça va avoir un effet limité. Donc ça, c'était mon deuxième point. C'est vraiment dans l'exécution, à un moment donné, qui fait en sorte que ça a un effet positif. Ensuite, but ultime, mais le but ultime de justement faire le suivi de ses dépenses, c'est de prendre des meilleures décisions financières, de se forcer un peu, parce que on est paresseux. Là. Si on y réfléchit pas, si on y pense pas, c'est facile de se laisser embarquer, de se laisser dériver, si on veut, avec les dépenses. Puis finalement, on finit qu'on regarde ce qu'on a dans notre compte de banque. Puis, ah, OK, ben j'ai l'argent, fait que je peux me permettre la dépense. Puis, ben, c'est la pire façon, dans le fond, parce qu'on s'en ira pas nulle part si on calcule pas où est-ce qu'on veut aller, puis qu'on regarde pas un petit peu, si on fait pas de planification pour le futur, puis qu'on fait juste vivre le moment présent. Vivre le moment présent, c'est super important. Je pense que côté financier, je pense que c'est pas la bonne approche, par contre. Ensuite, ben, c'est ça, le but ultime, c'est de prendre des meilleures décisions financières, puis de faire un suivi donc de la valeur. Donc de voir une progression. Le sentiment de progression, c'est notre récompense, dans le fond. Ça, c'est la récompense de faire un budget, c'est de voir que notre valeur nette, dans le fond, elle a augmenté, de sentir qu'il y a une sécurité par rapport à ça qui va suivre, de sentir qu'il y a une indépendance financière qui se forme, qui progresse au fil du temps. Donc ça, c'est une des récompenses ultimes de faire un budget puis de mettre un peu de temps à réfléchir à nos finances personnelles. Donc ça, c'est les 3 points dans le fond. Puis je vais y revenir. Donc là, ça fait déjà beaucoup de temps. Je vais y aller avec le contenu. Puis là, je vais lire un peu, là, parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé des questions à ChatGPT, puis, tu sais, pour un petit peu me donner des idées, là, puis je vais partir de ce que ChatGPT m'a répondu, puis je vais parler de ça. OK. Donc, il existe plusieurs types de budgets que vous pouvez utiliser pour gérer vos finances personnelles de manière efficace. Puis là, avant d'y aller avec les types de budget, on va parler de dépenses fixes, dépenses variables. C'est vraiment 2 types de dépenses. Je pense que quand on va s'asseoir pour faire notre budget, on va devoir un petit peu catégoriser nos dépenses de cette façon-là. Tu sais, les dépenses fixes, ça va être les montants qu'on connaît. Tu sais, notre loyer, notre hypothèque, les taxes, l'électricité, les frais de condo, tous nos services auxquels on est abonné, Internet, etc. Donc ça va être nos dépenses fixes, puis on s'en sauve pas. Là, une fois qu'on les a, ben tu sais, on peut faire, justement, une fois qu'on voit nos dépenses fixes, peut-être qu'il y a des choses qu'on peut faire pour essayer de les diminuer, mais ça va être quand même des gros moves qu'on va faire.
Ensuite, il y a tout ce qui est dépenses variables. Puis là, ben, les dépenses variables, ça va être vraiment au quotidien, dans le fond, puis les achats impulsifs, puis les achats qui sont peut-être un peu moins essentiels qui vont rentrer là-dedans, malgré que dépenses variables, ben, il va y avoir l'épicerie, le restaurant, la grosse dépense variable, parce que celle-là, on va se rendre, dans le fond, c'est essentiel, il faut se nourrir. Mais évidemment, il y a une grande gamme de prix. Là, on peut décider de cuisiner, puis aller acheter des aliments, puis passer beaucoup de temps pour éviter que ça nous coûte trop cher, que la nourriture nous coûte trop cher. Versus ben, aller tout le temps, tous les jours au restaurant, 3 fois par jour. Donc ça, je dirais que c'est peut-être donc il y a un degré de variabilité. Puis là, évidemment, ça dépend du temps qu'on a, ça dépend de notre train de vie. Les autres types de dépenses variables vont avoir les vêtements. Il y a une base là-dedans, je pense, qui est essentielle. Moi, le budget que j'ai pour des vêtements, je mets un montant. Puis évidemment, ça, c'est souvent là où est-ce que je le dépense pas tout, puis que je peux, si je dépense trop ailleurs, mais je vais peut-être aller piger dans mon... mais tu sais, ça, c'est le goût de chacun, puis ça dépend aussi de si on est quelqu'un qui est souvent à l'extérieur, qui a besoin comme de projeter une apparence particulière. Bon, les vêtements, ça, c'est une chose. Donc, dépenses fixes, dépenses variables. Donc ça, c'est... Évidemment, quand on va parler de budget, on va parler de ces deux aspects-là. Là, je reviens avec ensuite les différents types de budget. OK, j'en ai 5. OK, budget zéro, budget basé sur les objectifs, budget proportionnel, budget d'urgence, budget de dépenses discrétionnaires. Donc, je commence avec le budget zéro. Budget zéro, c'est que chaque dollar qu'on gagne, OK, est affecté à une catégorie de dépenses ou d'épargne. Hein, parce qu'on ne voudrait pas que tous nos revenus passent dans les dépenses. Évidemment, il faut qu'il y ait une partie qui reste en épargne. Donc ça, c'est vraiment une super belle notion, je pense qu'on devrait adopter en termes de budget, en termes de finances personnelles. C'est qu'avant même de recevoir notre paye, on devrait savoir chaque dollar de cette paye-là, vers quelle catégorie de dépenses on veut ou d'épargne on veut l'attribuer. Donc ça fait partie de l'exercice où on peut se rendre avec notre budget, c'est d'attribuer chaque dollar. Puis ça, c'est la base un peu quand j'écoute Dave Ramsey. Eux, ils ont une application qui s'appelle Every Dollar. Donc, ça le dit, le nom de l'application le dit. Every Dollar, ça veut dire on va trouver une job, on va trouver une occupation à chacun des dollars qui rentrent dans notre portefeuille avant même que ça sorte. OK? Puis ça, c'est toute la notion de planification est là. Donc, budget zéro, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on prend... On va pas comme prendre une partie de notre revenu, puis que le reste, on va laisser ça dans le néant. Puis non, on va même nos discrétionnaires, même notre épargne, on va savoir exactement combien de notre revenu va être attribué. Donc, c'est pour ça qu'on dit budget zéro. À la fin, il reste zéro parce qu'on a prévu quoi faire avec chacun des dollars de notre revenu. Deuxième type de budget basé sur les objectifs. OK, puis là, ben, les objectifs, ça va être selon où est-ce qu'on est rendu dans notre cheminement. Peut-être qu'on est à sortir de l'endettement. Je pense que ça devrait être une des premières étapes quand on a des dettes. Puis là, ben, on peut utiliser la méthode boule de neige. On trie toutes nos dettes de la plus petite à la plus grande, puis on fait nos paiements minimum sur chacune des dettes, puis on attaque la plus petite, puis on la claire. Puis après ça, on libère un paiement, puis on attaque la deuxième, ainsi de suite. Donc ça, c'est des objectifs. Ça peut être un objectif. Donc, le budget basé sur les objectifs, ce type de budget consiste à définir des objectifs financiers à court, moyen et long terme, puis allouer des fonds en conséquence pour les atteindre. Cela peut inclure des objectifs d'épargne pour l'achat d'une maison, des vacances, la retraite. Puis là, moi, j'ai donné comme exemple aussi le sortir de l'endettement. Épargner, évidemment, pour la mise de fonds de la maison. Donc, une fois qu'on est sorti de l'endettement, on peut se mettre comme objectif justement d'aller épargner pour la mise de fonds. Important, donc lorsqu'on veut éviter les dettes aussi, c'est peut-être qu'on va se mettre un objectif d'avoir un fonds d'urgence pour éviter justement de retourner dans les dettes. Donc, puis, dans le fond, c'est que chaque achat, au lieu d'aller vers l'endettement, tu sais, un gros achat, ben là, on dit, on n'a pas l'argent. Mais là, si on a fait un budget basé sur les objectifs, ben l'achat qu'on veut faire, on va le mettre dans les objectifs.
puis on va l'épargner, puis quand on va arriver avec le montant de l'achat qu'on veut faire, ben on va le payer cash, puis c'est comme ça qu'on évite l'endettement, puis c'est comme ça qu'on fait des meilleures décisions d'achat. Au lieu de dire ah là j'ai besoin de ça, puis là de se donner des excuses, de dire ah mais là c'est urgent, j'en ai besoin. Ok, mais prends-les dans ton fonds d'urgence d'abord. Ah mais j'en ai pas. Ah mais pourquoi t'en avais pas? Parce que bon voilà, faut vraiment y penser puis dire ok, est-ce que c'est vraiment si urgent que ça? Est-ce qu'on peut pas, au lieu de se faire un objectif d'atteindre, d'accumuler, donc d'épargner ce montant-là, puis faire l'achat après l'avoir épargné, au lieu d'aller tout de suite le mettre sur la carte de crédit ou aller chercher un prêt sur 36 mois ou peu importe, que ce soit pour la voiture, des meubles, peu importe ce qu'on veut acheter. Donc, budget basé sur les objectifs, super important, surtout pour éviter l'endettement. Surtout si on a pris la décision qu'on n'allait plus retourner dans l'endettement, puis je pense c'est vraiment une décision qui va nous aider financièrement, puis pas juste financièrement, mais pour notre bonheur ultime, là, je veux dire, les dettes, c'est du stress, puis c'est ce qui fait en sorte qu'on n'est pas en contrôle de nos finances, puis ça va nous donner un hit d'avoir acheté quelque chose tout de suite, de l'avoir avec nous, on va se sentir un petit peu riche, mais dans le fond, on ne l'est pas, c'est un leurre. Puis c'est facile d'utiliser le crédit. Puis ça, c'est traître. Ça joue contre nous. Mais de passer un peu de temps à se faire un budget, d'utiliser un budget basé sur les objectifs, ça nous aide à éviter de tomber dans ce piège-là. OK, budget proportionnel. Ça, c'est intéressant. L'idée du budget proportionnel, on le rencontre à plusieurs endroits quand tu regardes les façons de budgéter. Ici, ça dit, avec ce type de budget, vous allouez un pourcentage fixe de vos revenus à différentes catégories de dépenses, telles que le logement, le transport, la nourriture, l'épargne. Cela garantit que vos dépenses resteront proportionnelles à vos revenus. Donc, la règle... Donc, là, je donne des exemples ici de budget proportionnel. Donc, premier exemple, ça va être la règle du pouce de Dave Ramsey. Okay? Dave Ramsey a plusieurs règles du pouce, moi que j'aime bien parce que c'est très conservateur comme règle du pouce. Puis là, je fais juste donner des exemples, là, parce qu'on parle de budget proportionnel. Ça va entrer en ligne de compte quand on va parler, par exemple, de dire combien qu'on veut, combien maximum, quel est le maximum qu'on devrait mettre pour son paiement hypothécaire. Donc ça va nous donner une idée si on est en train d'acheter une maison qui coûte trop cher, dans le fond, pour nos revenus. Donc lui, Dave Ramsey dit max 25% de son revenu après impôt devrait être consacré à son paiement hypothécaire. Donc ça, c'est... puis en même temps, il dit investir 15% de son revenu pour la retraite. Donc ça, c'est des exemples. Puis 15%, ça peut être aux États-Unis. Ici, on dit plus 18% qu'on devrait investir pour la retraite. Bon, mais ça, c'est tous des exemples de budget proportionnel. Donc ça, c'est pour se donner des idées par rapport à peut-être aux autres. Quand on a une question dans notre budget, OK, est-ce que, justement, quand la grosse décision importante, là, est-ce qu'on est prêt à acheter une maison? Bien ça, ce genre de statistiques-là, de règles du pouce-là vont nous aider. Autre exemple que je pourrais utiliser en ce moment, c'est les ratios d'endettement dans le monde hypothécaire. Le gouvernement a mis en place des barèmes, des ratios d'endettement maximum pour les emprunteurs. Donc, les banques ne pourront pas vous prêter des fonds pour une hypothèque si votre ratio d'endettement dépasse 39%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire 39%? Donc, pour ce qui concerne la propriété que vous achetez, ça veut dire que si on calcule votre paiement hypothécaire mensuel, si on prend les frais de chauffage pour votre propriété, puis qu'on prend aussi le paiement, dans le fond, mensuel pour les taxes municipales et scolaires de votre propriété, ce montant-là additionné ne devrait pas représenter plus que 39% de votre revenu brut. OK? Puis si on est deux personnes, bien évidemment, on additionne les deux revenus bruts. Puis ça nous donne... On sait que, donc, si on est rendu à 38%,
on est pas mal à la limite là, de notre endettement. On est proche dans le fond, de ne pas pouvoir s'acheter de maison. Puis en réalité, si on est rendu à ces chiffres-là, euh, on peut se poser la question, est-ce que vraiment on se sent financièrement assez solide pour... Parce que acheter une maison, on s'entend, on veut le faire, oui, ça va nous aider financièrement, c'est une bonne chose, mais on ne veut pas le faire d'une position d'instabilité financière. Parce qu'une fois qu'on embarque avec un prêt hypothécaire, on a des obligations, les taxes municipales. euh, oui, down the road, si jamais on a des problèmes, bon, ça va pas du jour au lendemain tout éclater, mais c'est des obligations qui sont assez solides. On ne veut pas se retrouver dans une situation où est-ce qu'on est forcé de vendre la propriété, on pourrait perdre une partie de notre mise de fonds parce que là, on vend justement dans une situation de faiblesse. Donc, c'est là qu'on pourrait perdre des sommes d'argent. Donc, on veut pas, on veut acheter notre propriété vraiment sur des bases solides. Puis c'est pour ça que c'est important de regarder ces ratios-là. Donc, c'est pour ça, budget proportionnel, c'est important. Ratio d'endettement, 39%, ça, c'est ce qui concerne la propriété elle-même qu'on pense acheter. Ensuite, 44%, ça, c'est le ratio total d'endettement. Donc, la raison pourquoi il est un peu plus élevé, c'est qu'on va aussi inclure toutes nos autres dettes. Donc, nos paiements, par exemple, le cas typique, ça va être un paiement de voiture. On va l'inclure. Donc, si notre paiement de voiture, plus tous les paiements que je vous ai mentionnés tantôt pour le 39%, fait que ça représente plus que 44% de notre revenu brut. Puis n'oubliez pas que notre revenu brut, quand on fait 100 000 par exemple par année, c'est pas 100 000 dans nos poches. Là, en vérité, il y a de l'impôt. Il y a une bonne partie qui part déjà en impôt puis qui part en bénéfices, RRQ, bon, etc. Donc, il nous en reste beaucoup moins, dans le fond, dans nos poches. Donc, 44%, en réalité, c'est un plus gros pourcentage que ça de notre revenu net qu'on reçoit de notre chèque de paye. Donc, ces ratios-là, donc ça fait partie, pour moi, c'est une forme de budget proportionnel. C'est pour nous guider, pour nous indiquer, OK, le move financier qu'on est en train de faire, est-ce qu'on est au-delà de ce que notre revenu nous permet? OK? Puis l'autre exemple de budget proportionnel, c'est une méthode de budget que moi, je suis moins familier, que je n'ai pas utilisé vraiment dans le passé, mais en faisant des recherches sur le budget puis en écoutant des podcasts justement sur les finances personnelles que j'ai entendus, puis je trouve que l'idée est super bonne. C'est la méthode de budget 50-30-20. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la méthode de budget 50-30-20? C'est qu'on se dit que de nos revenus, on va allouer un 50% à nos dépenses essentielles. OK? Donc ça inclut évidemment la nourriture. Donc, tu sais, notre toit pour se loger, nos vêtements pour se vêtir, puis bon, vraiment les essentiels, on va allouer 50%. Ensuite, discrétionnaire, donc ça c'est pour le plaisir dans le fond, on va allouer 30%. Tu sais, quand même, on veut se gâter, on n'est pas ici là, pour juste travailler puis survivre. Éventuellement, on veut aussi profiter de la vie, puis faire d'autres choses, puis donc, discrétionnaire, c'est important, ça, un 30%. Puis ensuite, le 20% qui reste, ça serait pour l'épargne, pour l'investissement, pour la retraite, donc, dans le fond, pour bâtir notre capital. Hein? Parce que si on ne se bâtit pas un capital, un patrimoine, dans le fond, c'est qu'on va reposer notre futur, nos dépenses vont toujours reposer sur nos revenus de travail. Nos revenus de travail, ben c'est super important, nos revenus de travail. On va travailler dans notre vingtaine, notre trentaine, quarantaine, cinquantaine. Peut-être qu'à un moment donné, on va être un peu plus fatigué, puis on va vouloir travailler un peu moins. Si on n'a pas accumulé un patrimoine, ben là, est-ce que on va devoir un petit peu réduire nos dépenses? Moi, je trouve que, ben, personnellement, j'aime penser que oui, je vais pouvoir travailler moins dans le futur et puis, mais surtout avoir un meilleur contrôle de mon temps, peut-être travailler sur les choses qui me font plus plaisir, ou est-ce que j'ai plus d'intérêt, de passion, ou est-ce que vraiment ma valeur va être reconnue à 100%. Donc,
l'idée d'avoir un capital, un patrimoine qui est là, à côté de nous, ça, pour moi, c'est ma sécurité. C'est super important, je trouve, pour la paix financière, pour le bien-être, puis ultimement, pour être heureux. Donc oui, le 20% qui reste pour l'épargne, ça peut être plus que 20 si vous êtes du mouvement FIRE. Probablement que la dernière partie là, du 50-30-20, on va peut-être avoir une autre allocation, là, mouvement FIRE, c'est-à-dire d'arriver à la retraite, à l'indépendance financière, plus tôt que prévu, plus tôt que l'âge de la retraite typique, peut-être autour de 65, et de le faire peut-être autour de 40, 45, 50. Ben, peut-être que là, notre épargne, investissement, ça va plus être 30, 40, 50% de notre vie. Puis là, à ce moment-là, ben, la méthode budget 50-30-20, c'est un bon guide, mais après ça, si nous, nos objectifs sont différents, ben, on l'ajuste comme on veut. Mais je trouve que cette méthode de budget-là est intéressante. Ça nous donne une idée de ce qu'on peut viser de base, ou en tout cas, ça peut nous aider justement si on part de rien à où commencer avec notre budget. OK. Là, je continue avec la liste des 5 types de budget que j'avais ici. Budget d'urgence. OK? Il s'agit d'un fonds réservé spécifiquement pour faire face aux situations imprévues, telles que des réparations de voitures, des frais médicaux inattendus ou une perte d'emploi. L'objectif est de constituer une réserve financière pour faire face à des urgences sans avoir à emprunter de l'argent ou à puiser dans vos économies à long terme. Ça, c'est drôle parce que les urgences, c'est tout le temps quand on n'a pas de fonds d'urgence que les urgences arrivent. Du moment qu'on va commencer à avoir un fonds d'urgence, magiquement, il va y avoir moins d'urgences. Mais, donc, ça, c'est peut-être juste quelque chose que je dis comme ça, là, j'ai pas de statistiques pour dire ça, là, mais ben oui, le fonds d'urgence, ça va être super bon. Ça va nous éviter d'aller vers l'endettement parce que s'il y a une vraie urgence puis qu'on doit comme arrêter, on perd notre emploi, tout ça, on n'est pas obligé de se retourner tout de suite puis aller emprunter. Ensuite, le fonds d'urgence, ben, typiquement, là, ce qu'on dit dans le milieu des finances personnelles, c'est 3 à 6 mois de dépenses essentielles discrétionnaires. On n'est pas obligé peut-être de mettre le 20% d'épargne, investissement là-dedans. Tu sais, dans le fond, une urgence, ça va être pour survivre là, temporairement. Donc, on devrait se garder un 3 à 6 mois. Puis là, pourquoi choisir 3? Pourquoi choisir 6? Ben, ça dépend de notre stabilité, peut-être de revenus. Si nos revenus sont vraiment solides, là, notre emploi, on pense qu'il y a comme 0% de chance qu'on perde notre emploi, puis qu'on ait une diminution de revenus dans le futur, ben peut-être que notre fonds d'urgence à 3 mois, c'est correct à ce moment-là. Mais si on est à revenus variables, si c'est à commission, puis que, bon, pour une raison ou une autre, on est moins solide sur nos revenus futurs, ben là, à ce moment-là, j'irais plus vers le 6 mois de dépenses qu'on va vouloir conserver dans notre fonds d'urgence. Donc, budget d'urgence, fonds d'urgence, super intéressant de s'en prévoir un. Je pense que ça, si on regarde les 7 étapes, j'en ai déjà parlé, donc de Dave Ramsey, on commence par sortir de la dette, on se fait un mini fonds d'urgence de 1000$, mais vraiment juste pour juste pour dire qu'on a quelque chose, puis après ça, on claire les dettes, puis après ça, l'étape d'après, c'est justement de constituer son vrai fonds d'urgence de 3 à 6 mois de dépenses essentielles discrétionnaires. Ensuite, le CELI, ben, où mettre son fonds d'urgence, puis ça, c'est juste comme une parenthèse de même. Si on a de l'espace dans notre CELI, pourquoi pas le parquer dans notre CELI, de mettre ça dans un compte, un type épargne. Il faut que notre fonds d'urgence, on s'entend, on ne prendra pas de risque avec ça. Là. On ne voudra pas comme du jour au lendemain que ça perde 50% parce qu'on l'a mis à la bourse. C'est un fonds d'urgence. S'il y a une urgence puis que ça a diminué de moitié parce qu'on l'a mis à la bourse, on n'est pas vraiment avancé. Fait que le fonds d'urgence, on veut le mettre dans un... Ben oui, on voudrait peut-être que ça rapporte un peu. Pareil comme un compte épargne à intérêt élevé ou un CPG. Je pense que notre fonds d'urgence, c'est là qu'il devrait être. Malgré que CPG... c'est comme moi je suis pas familier, je suis pas super familier avec les CPG, je sais pas à quel moment qu'on peut vraiment les récupérer quand on veut. Un fonds d'urgence, normalement, il faut que ça soit accessible. Donc, typiquement, ça peut être un compte d'épargne à intérêt élevé. Ça peut être un compte d'épargne à intérêt élevé
sous forme de CELI, comme ça, ben, comme le 5% en ce moment d'intérêt qu'on ferait là-dessus, ben, il n'est pas imposé. Sinon, ben, il n'y a rien de mal. Si on a déjà topé notre CELI et qu'on n'a pas d'espace parce qu'on l'a tout mis en bourse dans le CELI, ben, on met notre fonds d'urgence dans un compte non enregistré. Puis le peu d'intérêt qu'on va faire là-dessus, quand il y a un peu d'impôt à payer, ben, coudonc, c'est ça qui est ça. C'est correct, mais l'important, c'est qu'il soit accessible. Faut que ce soit, donc, c'est pour ça qu'il faut que ce soit de l'argent. Là, fait que c'est correct qu'on le fasse travailler. C'est correct que ce soit dans un CELI, mais il faut qu'on soit capable de le retirer si on en a besoin. Évidemment, c'est un fonds d'urgence. Ensuite, dernier donc, type de budget de dépenses discrétionnaires. Ce budget concerne les dépenses non essentielles telles que les loisirs, les restaurants, les achats de vêtements. Fixer une limite à ces dépenses peut vous aider à contrôler vos habitudes de consommation, économiser plus d'argent. Ouais, ça revient un peu là, à ce qu'on disait, les dépenses fixes, variables. C'est important de s'en garder un peu. Je pense que notre budget, tu sais, moi, je reviens un peu à nos dépenses, dans le fond. Ce que j'aime voir, moi, en tout cas, dans mon propre budget, ce que j'ai aimé voir, puis ce qui m'a toujours motivé depuis que j'ai 25 ans, c'est que je suis parti avec un budget de dépenses très bas. Puis je l'ai augmenté un petit peu à chaque année. Tu sais, j'ai augmenté mon train de vie un petit peu à chaque année. Puis ça me motive dans mon épargne, ça me motive en me disant, OK, tu sais, je ne vais pas comme juste dépenser pas beaucoup toute ma vie, là. Non, non, tu sais, je vais y aller progressivement. Au début, je suis allé avec un logement qui coûtait pas cher, que ça coûtait 470 par mois. J'avais un coloc, on était mort de rire, là, côté dépenses, là, quand j'étais dans ma vingtaine. Puis, ben, petit à petit, ben, j'ai augmenté justement mes dépenses. On veut se gâter aussi, là, ça fait partie de l'aspect du budget. OK. Là, je vais parler du budget par enveloppe. OK? Ça, c'est comme j'ai posé une autre question à ChatGPT. Je dis, OK, parle-moi du budget par enveloppe. Puis là, il m'a envoyé 6 items. Donc, je vais les lire puis je vais commenter en même temps. Le budget par enveloppe, OK, c'est quoi? C'est une méthode de gestion financière qui consiste à allouer une somme d'argent fixe à chaque catégorie de dépenses et à utiliser des enveloppes physiques ou des catégories virtuelles pour représenter ces budgets. Donc, enveloppe physique ou virtuelle. Évidemment, moi, j'utilise virtuel. Je ne suis pas comme avec mon cash chez nous, sur ma table de cuisine, avec des enveloppes, mettre des billets de vin. Non, non, je fais tout ça dans Quicken avec des comptes virtuels. Puis, donc, mais il y a d'autres façons, il y a d'autres logiciels. Maintenant, les logiciels modernes de budget vont considérer le budget par enveloppe. Je pense que le budget par enveloppe, c'est juste un nom, là. Je pense qu'en réalité, toutes les formes de budget qui fonctionnent, c'est un petit peu de cette façon-là. OK. Voici comment cela fonctionne généralement. Donc, on parle du budget par enveloppe. Premièrement, identification des catégories de dépenses. Tout d'abord, identifiez les principales catégories de dépenses dans votre vie, telles le logement, nourriture, transport, loyer, les factures. Bon, moi, c'est un exercice que j'ai fait au départ. Mes enveloppes, ils ont varié quand même, ils ont évolué au fil du temps. Mais il faut commencer quelque part. Je dirais que commencer peut-être avec une dizaine d'enveloppes, ça donne une bonne idée là, pour que ça reste gérable. Bien évidemment, on va y aller, chacun va y aller selon ses propres besoins. Donc, première étape, c'est d'identifier les catégories de dépenses. Puis ça, après ça, ça va rester dans le temps. Puis on va peut-être les modifier, les ajuster peut-être une fois par année ou au besoin. Ensuite, déterminer les montants, déterminer combien qu'on souhaite. Donc ça, c'est la notion de every dollar. C'est la notion de budget zéro, c'est-à-dire que chaque dollar qui rentre, on va à l'avance déterminer dans quelle enveloppe on va la mettre. OK? Donc ça, c'est l'étape numéro 2 du méthode du budget par enveloppe, donc détermination des montants. Ensuite, déterminer combien vous souhaitez allouer à chaque catégorie pour le mois en fonction de votre revenu disponible et de vos objectifs financiers. Par exemple, vous pourriez décider d'allouer 30% de votre revenu à votre loyer, 15% à la nourriture, 10% au loisir. Bon, en réalité, normalement, on habite déjà quelque part là, quand on va faire notre budget. On va... En tout cas, on va déjà savoir c'est quoi notre loyer. Puis pour la nourriture, ben oui, au début, peut-être qu'on peut
faire une estimation, mais là, au fur et à mesure qu'on va faire le budget pour de vrai, on va avoir un historique, puis on va savoir en réalité combien qu'on dépense pour la nourriture. Puis de calculer peut-être aussi va faire en sorte que ça va s'ajuster à la longue. Donc oui, mais il faut mettre des montants dans les enveloppes en premier avant de pouvoir les ajuster. Ça, c'est l'étape numéro 2. Ensuite, création des enveloppes. Vous pouvez utiliser des enveloppes physiques si vous préférez une approche tangible ou des catégories virtuelles si vous gérez votre budget sur un logiciel ou une application. Chaque enveloppe ou catégorie représente une des actions de dépenses que vous avez identifiées. Moi je l'ai expliqué ça dans mon épisode numéro 14, excusez, comment faire son budget avec Quicken. Donc, moi, évidemment, c'est un logiciel où il faut les créer. Donc, c'est des comptes séparés dans Quicken. Donc, la troisième étape, c'est peut-être justement de prendre ton logiciel puis de créer tes comptes d'enveloppe dedans. Ensuite, numéro 4, allocation des fonds. Une fois que vous avez déterminé les montants pour chaque catégorie, placez l'argent dans chaque enveloppe ou catégorie virtuelle. Vous ne pouvez dépenser que ce qui se trouve dans chaque enveloppe pour sa catégorie respective. Donc ça, c'est l'allocation des fonds. C'est quand tu reçois le chèque de paye, donc tes revenus, donc tu vas allouer, donc dans le fond, chaque montant que tu avais prédéterminé, chaque montant de ta paye va aller dans la bonne enveloppe pour qu'il te reste 0 de ta paye. Donc ça, c'est l'étape numéro 4, allocation des fonds. Ensuite, 5, suivi des dépenses. À mesure que vous dépensez l'argent dans chaque catégorie, suivez attentivement vos dépenses pour vous assurer de rester dans les limites fixées par chaque enveloppe. Cela peut se faire en gardant les reçus ou en enregistrant vos dépenses dans un tableau ou une application. Bon, 2024, OK, moi, toutes mes dépenses se font par Interac dans mon compte bancaire ou par Visa sur ma carte de crédit. Visa, c'est pas parce que j'achète à crédit, c'est parce que les achats en ligne au Canada, c'est plus difficile de faire ça directement avec son compte. De toute façon, j'aime mieux utiliser ma carte de crédit pour les achats en ligne. J'ai l'impression que ça me met un niveau de sécurité, mais je paye ma carte de crédit à chaque mois. Bon, parenthèse. Donc, tout ça pour dire que moi, toutes mes dépenses, j'ai pas besoin de garder les reçus, je paye très peu de choses en cash. Moi, en fait, tout ce que je vais payer cash, dans le fond, ça va rentrer dans restaurant, dans mon enveloppe restaurant que j'ai dans Quicken, ou, tu sais, dans le fond, je paye pas vraiment en cash pour rien dans la vie. Donc, toutes mes dépenses sont déjà sur mon relevé bancaire. Donc, moi, l'exercice que je fais à ce moment-là, suivi des dépenses, ça va être que je vais télécharger mon relevé mensuel bancaire de mon compte chèque, plus mon relevé Visa du mois précédent. Puis là, je vais catégoriser chacune des dépenses, puis je vais retirer l'argent des enveloppes ensuite. Puis à la fin du mois, je vais savoir combien il me reste dans chaque enveloppe. Je vais peut-être faire des petits ajustements, etc. Donc ça, c'est l'étape numéro 5, suivi des dépenses, okay, du budget par enveloppe. Ensuite, ajustement mensuel à la fin de chaque mois, évaluer vos dépenses et ajuster les montants alloués à chaque catégorie aux besoins pour le mois suivant en fonction de vos besoins réels et de vos objectifs financiers. Donc, ajustement mensuel, oui. Ça peut être annuel aussi. Ça peut être au besoin, les ajustements. Là. Ici, il dit mensuel, mais c'est pas mauvais de le faire mensuellement parce que moi, j'aime la fréquence mensuelle pour faire mon budget. J'aime ça, 12 fois par année, je trouve que c'est un bon nombre de fois pour regarder mes dépenses. Plus longtemps, si je le faisais par exemple 6 fois par année, ben là, quand je regarde mes relevés bancaires, c'est plus difficile de me rappeler telle dépense. Surtout pour la Visa, parce que Visa, c'est encore plus loin dans le passé. T'sais, on reçoit un relevé mensuel. C'est pour les dépenses du mois passé, ça devient encore plus difficile de me dire « Ah, ça c'était quoi déjà? » Puis là, tu es obligé de faire une recherche dans tes courriels, puis dans tes souvenirs, dans ton calendrier pour voir telle dépense c'était quoi. Mensuel, 12 fois par année, c'est une belle fréquence. Sinon, plus souvent, mettons de le faire à chaque paye. Tu sais, souvent, on est payé aux 2 semaines, donc 26 périodes de paye par année. Si on décidait de faire son budget 26 fois par année, techniquement, c'est encore mieux, parce qu'on est encore plus serré là, dans notre suivi, puis ça va être moins long de le faire à chaque 2 semaines, mais faut quand même, il y a un overhead là, de s'installer, puis de faire son budget, puis il faut le prendre le temps. Donc moi,
je trouvais que c'est un petit peu too much là, de le faire à chaque 2 semaines. Je préfère une fois par année, excusez-moi, une fois par mois, c'est parfait pour moi. C'est ce qui me convient. Mais peut-être qu'au début, dans les premières années, quand on met notre budget en place, ça peut être une bonne idée de le faire aux 2 semaines ou même à la semaine. Là. Si on est à sortir de l'endettement puis que chaque scène compte, là, parce que chaque scène qu'on met vers payer notre dette, c'est un peu moins d'intérêt qu'on paye, puis après ça, quand on regarde nos dépenses, chaque sou qu'on peut économiser sur... Puis ça, c'est vraiment quand on est dans l'étape 2 là, de Dave Ramsey, de serrer la ceinture, d'être intense comme une gazelle sur économiser pour rembourser nos dettes. Ça peut être une bonne idée rendu là de le faire à chaque semaine, quitte à, quand on sera rendu à un endroit plus confortable, de revenir et de le faire mensuellement à la place, au lieu d'aux semaines ou aux 2 semaines. Donc, ça, c'était le budget par enveloppe, est une méthode simple et efficace pour contrôler vos dépenses et vous aide à rester sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs financiers. Cela vous encourage également à être plus consistant de vos habitudes de dépenses pour vous aider à éviter les dépenses excessives. OK. Là, je vais y aller avec les autres méthodes de budget parce que là, j'ai dit à ChatGPT, OK, mais y a-tu d'autres méthodes de budget que... Parce que moi, je me posais même la question, y a-tu vraiment d'autres façons de faire un budget? Puis là, il m'a répondu quelque chose d'intéressant. En plus du budget par enveloppe, il existe plusieurs autres méthodes de budget que vous pouvez utiliser pour gérer vos finances personnelles. En voici quelques-unes. Premièrement, budget traditionnel ou budget basé sur les catégories. Puis là, ça, ce que ça me fait penser, c'est les budgets. Moi, je suis dans les syndicats de copropriété. Je suis en condo en ce moment, puis j'ai été en condo aussi à mon ancien... Mes 2 seules propriétés où j'habitais, c'était des condos. Puis j'ai toujours, pas toujours été comme administrateur dans le syndicat de copropriété, mais je l'ai été longtemps, puis je le suis encore. Puis évidemment, un syndicat de copropriété, on va avoir un budget, c'est comme une mini-entreprise. Puis là, la façon de faire le budget, c'est pas comme un budget par enveloppe, dans le sens qu'on n'a pas comme des enveloppes, puis on le retire, puis on regarde combien il reste dans l'enveloppe, malgré que ça ressemble un peu. Je dirais, OK, le parallèle à faire avec ça, là, comme le budget d'entreprise, c'est que oui, une entreprise va faire un budget sur ses dépenses futures. Puis dans ce sens-là, ça ressemble à faire un budget personnel. On va attribuer, on va dire, OK, on va dépenser tant, on va dépenser tant, puis il va rester tant, puis on se garde tant pour un fonds d'urgence, etc. La seule étape, ensuite, c'est que pour l'entreprise, moi, je ne fais pas l'exécution, justement, d'enlever d'une enveloppe. Quand on le fait avec le syndicat de copropriété, c'est notre gestionnaire du syndicat va mettre dans un rapport, dans le fond, les dépenses réelles versus ce qui a été budgété. Puis on pourrait faire la même chose côté personnel, c'est juste que je pense que si on utilise cette approche-là pour notre budget personnel, je pense qu'on le fera pas parce que c'est pas essentiel. Tu sais, quand tu te mets pas comme règle, OK, j'ai des enveloppes, je dois les mettre dedans puis les sortir, mais que tu fais juste, OK, sortir un rapport puis regarder la différence entre le budget puis le réel. La différence, c'est que dans une entreprise, tu sais, il y a quelqu'un qui est payé pour le faire, là, puis dans le fond, c'est comme un travail là, de faire ça. Pour le personnel, je pense que c'est facile à skipper. L'étape, on va peut-être se faire un budget, mais après ça, l'étape de comparer notre budget avec le réel, surtout si on a dépassé le budget, c'est pas quelque chose qui va être agréable à faire. Puis là, on n'est pas payé pour faire ça. Fait que peut-être que ça va prendre le bord, cette étape. Puis moi, je pense que c'est ça qui est clé dans le budget, puis que beaucoup de personnes finissent par pas faire, ou ça, tu sais, savent pas. Ouais, mais moi, j'ai fait, tu sais, ça, j'ai souvent entendu ce commentaire-là. Ben, j'en ai fait un budget, moi, mais c'est tout. Après ça, il ne s'est rien passé. Parce que j'ai pas voulu, justement, aller me faire un rapport puis comparer mensuellement, OK, où est-ce que je t'ai rendu. C'est ça, là. Donc, si tu ne te mets pas l'exercice de faire ton budget par enveloppe, ben, budget traditionnel, OK? Donc, ça, c'est pour ça que ça m'a évoqué ça. Donc, oui, c'est une autre façon de faire un budget. Je pense que ça s'applique plus aux entreprises, aux syndicats de copropriété. On va faire des rapports, on va comparer, puis on va en parler parmi les administrateurs. Puis oui, on va parler du prochain budget, justement, puis on va le faire approuver par les administrateurs. Je pense que c'est un autre contexte que le budget par enveloppe, malgré qu'il peut y avoir des similitudes, surtout si on est un couple, on veut faire notre budget ensemble, peut-être qu'on peut, mais je pense pas qu'on va aller aussi officiel là, que se faire des rencontres de conseil d'administration là, dans le couple, puis
Malgré que, ok, c'est encore drôle. Ok, je passe à la deuxième. Donc, on est dans les méthodes de budget autres que le budget par enveloppe. Le premier, c'est le budget traditionnel. Là, l'autre qui m'est sorti, c'est la méthode des 50-30-20. Donc ça, j'en ai parlé tantôt, 50-30-20. Donc c'est dans cette approche, vous répartissez vos revenus mensuels en trois catégories. 50% pour les besoins essentiels, tels que le logement et la nourriture. 30% pour les désirs ou les dépenses discrétionnaires, comme les sorties, les loisirs. Et 20% pour l'épargne et les objectifs financiers à long terme. Donc ça, j'en reparlerai pas trop, j'en ai déjà parlé tantôt. Donc c'est une autre méthode de budget. Je pense que ça se marie un peu aussi avec la méthode de budget par enveloppe, mais c'est une approche pour peut-être se partir notre budget. Ensuite, ici, il me donne budget inversé. Avec cette méthode, vous commencez par fixer un objectif d'épargne ou d'investissement, puis vous déterminez combien vous pouvez dépenser pour vos autres besoins en fonction de ce qui reste après avoir atteint cet objectif. OK? Au lieu donc de calculer nos dépenses essentielles puis de voir combien qui reste, la méthode de budget inversé, c'est de dire, OK, moi, combien je veux épargner. OK? Puis là, ça l'amène une notion que j'ai pas encore, dont j'ai pas encore parlé aujourd'hui, mais qui est une notion super importante pour atteindre l'indépendance financière, c'est de se payer en premier. OK? Ça veut dire, normalement, on fait le revenu qu'on fait, OK? Puis on a un montant X qui rentre. C'est une maudine de bonne idée de dire, OK, je vais prendre 20, 30, 40% de ce montant-là, puis cet argent-là, c'est à moi. Je me paye en premier. C'est mon épargne, c'est mon patrimoine, c'est à moi, puis il va rester à moi pour toujours. OK? Le reste, ça va sortir, ça va aller dans les poches des autres. C'est normal, on a des dépenses, il faut subvenir à nos besoins, il faut payer notre logement, tout ça. Mais l'idée du budget inversé, c'est de se payer en premier. Puis là, je fais référence aussi à un livre que j'ai lu, dont je ne veux pas m'attarder là, tant que ça dans l'épisode d'aujourd'hui, mais Automatique millionnaire, OK? Je vous recommande. C'est un livre de David Back. C'est pratiquement je dirais, c'est un classique là, en finance personnelle. Puis moi, je l'ai lu justement parce que c'est un livre qui est très populaire. Il y a une série de plusieurs livres là, autour de ce thème-là. Puis le thème central, le automatique millionnaire, c'était, oui, de se payer en premier. Puis lui, ben, il recommande la base là, de la façon de faire ça, c'est que tu peux te programmer un virement de ton compte bancaire la journée après ou la journée même que tu reçois ton chèque de paye. Fais un virement automatisé vers soit ton compte d'épargne ou un autre compte où est-ce que justement là, ça va être ton patrimoine. Là, ça va aller soit vers tes investissements ou tes buts d'objectifs d'épargne à long terme, peut-être ta mise de fonds, peut-être ton fonds d'urgence, mais l'idée c'est de se payer en premier. Donc au lieu d'aller payer les autres en premier de notre propriétaire, dans notre budget, le budget inversé, on va se payer en premier. Donc ça, c'était l'idée numéro 3, super importante puis pertinente. Je suis content que ChatGPT me soit arrivé avec ça. Ensuite, budget automatique, le numéro 4 qui me donne le budget automatique. Vous configurez des transferts automatiques, je viens juste d'en parler, depuis votre compte principal vers différents comptes d'épargne ou de placement dès que vous recevez votre salaire. Cela garantit que vous épargnez ou investissez une partie de votre argent dès le départ. Donc, même chose. Donc, budget inversé, budget automatique, livre. Lisez le livre Automatique millionnaire de David Back. C'est sûr qu'il y a une version, il a été traduit en français. C'est encore pertinent aujourd'hui. Donc, la même chose. C'est ça. L'argent part avant même qu'on commence à payer les autres. On se paye en premier. Numéro 5, budget bi-hebdomadaire ou hebdomadaire. Plutôt que de gérer vos finances sur une base mensuelle, vous pouvez opter pour un budget bi-hebdomadaire ou hebdomadaire en répartissant vos revenus. J'en ai parlé tantôt, ok? J'ai dit mensuel, c'est idéal, mais si on a besoin de le faire aux 2 semaines ou à la semaine, ben go for it. Il n'y a rien qui nous empêche de passer plus de temps encore sur notre budget. Ça ne peut que nous aider. Ensuite, numéro 6, méthode de budget sans suivi. OK? Là, celle-là, il dit « Cette approche consiste à fixer des limites de dépenses générales pour différentes catégories sans avoir à suivre chaque transaction individuelle. Cela peut être utile si vous trouvez fastidieux de suivre chaque dépense. »
Bon, ben, là, évidemment, moi, la méthode numéro 6 de budget sans suivi, c'est pas ma préférée, là. Peut-être que je sais même pas si on peut qualifier ça de méthode de budget, là, mais c'est quelque chose. Hein. Quelqu'un pourrait me dire, oui, moi, je fais un budget, mais c'est une méthode de budget sans suivi. Je le fais comme vraiment selon mon instinct, dans le fond. Je sais pas, non. Donc, bon, je fais des blagues. J'imagine que ça peut fonctionner pour certaines personnes. Quand on a des très hauts revenus, hein, si on est médecin, là, puis on n'a même pas le temps de dépenser, puis l'argent rentre parce qu'on fait juste ça travailler, puis on dépense rien, ben peut-être que la méthode de budget sans suivi, c'est correct. Bon, j'ai pas d'autres commentaires à dire sur cette méthode de budget-là. Ensuite, budget participatif. Dans un budget participatif, les membres de votre famille ou de votre foyer participent à l'établissement du budget en contribuant à la discussion sur la manière dont l'argent devrait être dépensé, en prenant des décisions ensemble. Absolument. Super important d'être aligné sur les objectifs financiers communs. Moi, en fait, euh, c'est ça, depuis que j'étais avec ma conjointe, euh, on se parle souvent, pas plus souvent qu'on devrait là, mais on, on s'est mis des objectifs financiers communs. Puis, puis pour de vrai, c'est ça qui fait en sorte qu'on se comprend, qu'on est heureux, qu'on se dirige au même endroit, puis qu'on n'a pas de chicane sur l'argent. Puis c'est important que tout le monde participe, que tout le monde ait de la place. Je pense que c'est important que chaque personne individuellement aussi ait sa propre argent, l'endroit où est-ce qu'il peut... Tu sais, la liberté... On fait pas un budget là, pour être la police là, des dépenses. Là, ça, pour moi, ça marche pas dans un couple. Pour moi, c'est super important que chaque personne soit indépendante, mais que les deux ensemble, ça fait que les deux, on est encore en meilleure position. Mais tout en restant, évidemment, libre, puis indépendant, là, qu'on ait quand même, c'est ça, qu'on puisse décider. Je sais pas, peut-être. Non, je n'irai pas en détail, là. Peut-être que je ferai une autre émission là-dessus, là, moi, sur comment on gère nos finances personnelles, ma conjointe et moi, ou peut-être c'est pas si pertinent. Ou, j'ai le livre là, de Pierre-Yves McSween, La facture amoureuse. C'est certain que dans un cheminement vers l'indépendance financière, son conjoint, avoir un partenaire, pour moi, c'est quasiment essentiel. Puis d'avoir un partenaire, surtout d'avoir qu'il y ait une communication sur l'argent, que ça repose pas tout sur un, puis que l'autre personne se sente... C'est extrêmement important que les deux se sentent en contrôle, en confiance, en sécurité, puis d'avoir des aspirations financières pour le futur, d'avoir des buts communs. Puis on se laisse chacun un jeu aussi pour ses propres. Oui, on est un couple, mais aussi on est deux personnes différentes. Ça se peut que on ait chacun des idées. Il faut respecter l'un et l'autre, puis s'aider à travers ça, puis aussi aller vers la même direction. Donc, budget participatif, ça m'a fait penser à ça. Ça me fait refléter sur ma propre famille, puis ma situation. Donc, participatif. On est pas, parce qu'on n'est pas seul. Hein, on n'est pas seul. On peut l'être, mais en bout de ligne, l'idée, je pense qu'un des plaisirs de la vie, c'est justement de ne pas être seul, puis de partager. Une des choses que je fais, moi, c'est que je partage mes idées sur les finances personnelles avec un podcast que j'enregistre, puis ça me fait sentir justement moins seul par rapport à mes idées. Bon, voilà, budget participatif. Membres de votre famille, foyer participent à l'établissement du budget en contribuant à la discussion. OK. Je continue. Je pourrais arrêter là. La quantité de temps, j'ai posé à ChatGPT la quantité de temps qu'on consacre au budget. Je pense que j'ai lu, il m'a répondu une fois qu'il y a 30 à 40% des gens qui prétendent ou qui mentionnent qu'ils ont un budget, qui font le suivi de leur budget. Donc, je sais que c'est pas tout le monde. Je pense que ceux qui atteignent l'indépendance financière vont avoir une forme d'idée de leurs dépenses, puis de leurs revenus, puis de leur valeur nette.
OK, puis peut-être je finirais en parlant de ça, c'est que l'exercice de suivre ses revenus, ses dépenses, son épargne, je pense que la chose essentielle après ça, c'est de suivre sa valeur nette, donc notre patrimoine. Puis ça, ben, grâce à un logiciel comme Quicken, tu peux tout faire en même temps. Tu sais, tu fais tes dépenses, tes revenus, tu vois ce qui est rentré, qui est sorti, tes investissements. Ensuite, tu as des comptes pour chacun de tes actifs. Puis tu peux voir l'évolution de ta valeur nette, de partir de, je sais pas, moi, une valeur nette de moins 50 000 puis à la fin, tu t'es rendu peut-être à 1, 2, 3 millions, peu importe c'est quoi vos aspirations. Ça devient ton patrimoine et ça devient l'extension donc de ta personne qui fait en sorte que tout ne repose pas nécessairement sur ton travail. Donc, s'il t'arrive quelque chose du jour au lendemain, tu n'es pas obligé de travailler, tu le fais pour le plaisir, puis parce que ça t'apporte quelque chose de bien, mais pas au détriment de ta famille, de ta santé. On transfère dans le fond notre charge de dépenses vers notre patrimoine. Puis ça, pour moi, l'idée de faire le budget, c'est qu'ultimement, la récompense que j'ai à chaque mois en faisant ça, c'est que je peux voir ma valeur nette. Puis je vois mon patrimoine, puis je sais c'est ça, je vois une progression. C'est comme, c'est mon petit hit de, pas d'adrénaline, mais de récompense, de faire tout ce travail-là, dans le fond, c'est de voir qu'il y a une progression, c'est voir que ma situation financière, excusez-moi, s'améliore et que j'ai une progression, que je suis plus en sécurité et que je peux dépenser un peu plus, puis profiter, puis si jamais il arrive quelque chose, je peux aider des membres de ma famille, des choses comme ça, puis être plus, être généreux, puis c'est ça, provide, comme on dit. OK, donc c'était un long épisode sur le budget. J'arrête maintenant et puis sur ce, je vous souhaite un bon cheminement vers l'indépendance financière. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant un rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com. C'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous.